Bonsoir et merci d'être venu. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle tête, mais je suppose qu'il y en a. Alors je me présente, je suis Daniel Loaiza, je suis le conseiller artistique du théâtre et j'ai le plaisir de retrouver Christian Claro qui nous fait l'amitié de venir pour inaugurer une nouvelle formule de ces rencontres littéraires qui durait comme ça depuis 5 ou 6 ans, bon an, mal an. Je crois que notre partenariat avec l'AGF remonte à une bonne demi-douzaine d'années. Et jusqu'ici, notre partenariat avec l'AGF s'appelait « Pourquoi aimez-vous » Alors, pourquoi aimez-vous tel auteur ou tel ouvrage? Et le pourquoi s'adressait à un auteur, comme Claro, ici présent, qui nous avait fait l'habitude de venir une première fois pour nous parler, c'était il y a 6 mois environ, de Tristram Shandy. Et j'avais eu le plaisir de l'accueillir ici. Mais voilà qu'entre-temps, ce n'est pas que la formule se soit épuisée, ni nous non plus, mais l'AGF a fêté ses 50 ans. Et l'AGF étant un partenaire que nous apprécions, on a tous eu envie de marquer un peu le coup et d'en profiter pour changer un tout petit peu la formule. Ça ne s'appelle plus « Pourquoi aimez-vous » ça s'appelle « Ma bibliothèque idéale ». Ma, c'est-à-dire la sienne, pas la mienne, évidemment. La bibliothèque idéale de Claro, en l'occurrence, elle se réduit à 3 livres. C'est autour d'un thème tout de même. On lui a proposé un thème. Et autour de ce thème, dans le catalogue de l'AGF, il est allé cueillir 3 livres, dont il va nous lire 3 extraits, et dont nous allons parler très très librement, autour de ce thème général, et très intéressant, je crois, qui est la paresse. Ça, c'est le thème pour aujourd'hui. Alors, pourquoi la paresse? Entre autres raisons, parce que l'AGF, à l'occasion de ses 50 ans, a lancé une nouvelle série. Cette série, qui est une série de l'AGF, la voici. Vous voyez, les GF classiques se présentaient comme ceci. Quand je dis classique, en fait, d'ailleurs, le modèle est relativement récent. Le GF nouveau, plus exactement le GF de cette nouvelle série, se présente comme cela. Vous voyez tout de suite la différence, mais elle ne s'arrête pas là. Ce sont des très beaux livres, très bien fabriqués, avec rabat. Très beau papier. Donc, ceux qui n'aiment pas le rose. Ceux qui n'aiment pas le rose devront se rabattre, par exemple, aussi en vert. Sur le Rivarol, vous voyez, ou sur le Plutarque. Alors, vous voyez, j'ai commencé à citer les auteurs, Plutarque, Rivarol et Jérôme K. Jérôme, c'est-à-dire des auteurs qu'on ne s'attendrait pas a priori à trouver dans une collection comme l'AGF, qui est une collection classique. Et de fait, ici, nous avons Melville, Bartleby, et nous avons un classique un peu injustement oublié dont on va parler, les scènes de la vie de Bohème de Murger. Bon, donc, à l'occasion des 50 ans de l'AGF, déjà un demi-siècle, et à l'occasion du lancement de cette nouvelle série, qui à l'origine était destinée à marquer le coup et à fêter ses 50 ans, mais qui est probablement destiné à, et même je crois certainement destiné à rester, et à compléter l'AGF en y mettant une sorte de grain de sel de fantaisie et de nourrir l'AGF non pas de nouveaux auteurs, mais de nouveaux points de vue et de nouvelles préfaces. À l'occasion de tout cela, nous avons pensé qu'il serait plus intéressant d'inviter les auteurs à ne pas parler d'un seul livre, mais de 3. Ce qui, évidemment, représente un surcroît de travail, d'autant plus paradoxal que le sujet était la paresse. Bon, alors, pourquoi la paresse? D'abord parce que ce Jérôme K. Jérôme, l'un des premiers ouvrages publiés dans la collection, ce livre superbe, vraiment très bien fabriqué et qui ne coûte que 8 €. Vous voyez, toujours impressionnant. Et pour ce prix-là, vous avez des très jolis culs de lampe. Vous voyez, c'est des culs de lampe représentant des chats qui courent à travers tout l'ouvrage. C'est vraiment très très joli. Donc, ce premier ouvrage a été, et toujours, présenté par Claro, qui, pour introduire aux pensées paresseuses d'un paresseux, vous voyez tout de suite le rapport avec le thème qu'il a choisi, a écrit un très joli texte intitulé « La rotation des pouces selon saint Jérôme ». Alors, ce n'est peut-être pas par ce texte qu'on va commencer, à vrai dire, je ne sais pas par lequel nous allons commencer, puisque nous en avons 3. On pourrait attaquer par ordre chronologique, ce qui nous ferait commencer par Melville. On pourrait commencer thématiquement,
Dans ce cas, on attaquerait par Jérôme K. Jérôme. On attaquerait par le seul français. Dans ce cas, on attaquerait par les scènes de la vie de Bohème. C'est très libre, où on peut commencer par parler de la paresse et de ce paradoxe qui consiste à devoir parler de 3 livres au lieu d'un. Ouais. Moi, je voulais quand même commencer par lire le petit texte qui introduit les pensées paresseuses d'un paresseux, où Jérôme K. Jérôme fait un envoi comme ça assez étonnant. Donc ça commence comme ça, donc c'est dédié, le livre est dédié à l'ami très cher et bien-aimé de mes bons et mauvais jours. À l'ami, donc c'est l'ami, je précise, qui, si elle m'a irrité parfois au début de notre histoire, est devenue depuis ma plus chaleureuse camarade. À l'ami qui, quand je lui suis infidèle, n'a plus jamais le mauvais goût de m'en vouloir. À l'ami qui, malgré la froideur que lui témoignent toutes les femmes de ma maison et la méfiance de mon chien, brûle chaque jour pour moi et m'imprègne du parfum de son amitié. À l'amie qui ne souligne jamais mes défauts, ne m'emprunte jamais d'argent et ne parle jamais d'elle-même, à la compagne de mes heures d'oisiveté, la consolatrice de mes peines, la confidente de mes joies et de mes espoirs. À ma plus vieille et plus solide pipe, je dédicace ce petit volume avec affection et reconnaissance. Voilà, c'était bien de commencer par une pipe, c'était une bonne idée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel. Je n'en pense rien. Un livre dédicacé à une pipe, effectivement, on a l'impression que Jérôme K. Jérôme referme très très vite le circuit, alors qu'en fait, c'est tout sauf un auteur autarcique ou narcissique, c'est tout sauf un auteur refermé sur lui-même. Les pensées paresseuses d'un paresseux, dédiées à sa pipe, on pourrait penser qu'effectivement, il ne s'adresse qu'à soi, et que nous n'entrons là-dedans que par effraction. Il m'a semblé que c'était le contraire. Les textes, alors il y a un autre point commun entre ces 3 textes, d'ailleurs entre ces 3 livres, c'est que ce sont tous les 3 vraiment des lectures de vacances. Alors, ça tombe mal, on en revient, mais bon, pourquoi des lectures de vacances? Parce que ce sont des livres plus ou moins épais, mais qui tous peuvent être lus par petits segments. Et en l'occurrence, le Jérôme K. Jérôme, Pensées paresseuses d'un paresseux, ce sont des essais comme les anglo-saxons savent si bien les faire d'ailleurs, et notamment les anglo-saxons de cette période-là, à la charnière du 19e et du 20e, ils ont beaucoup de grands essayistes, ou plus exactement, tous leurs grands auteurs sont essayistes aussi. Stevenson a écrit des essais magnifiques, Chesterton est un essayiste étincelant, qui pourrait d'ailleurs être publié dans cette collection. Et Jérôme K. Jérôme, alors celui-là, je ne le connaissais pas. Moi, je le connaissais comme romancier. Je ne le connaissais pas comme essayiste. Et cette collection d'essais peut parfaitement être lue de façon, en dilettante, un chapitre par-ci, un chapitre par-là, exactement comme les essais de Montaigne, mais en un peu moins sérieux peut-être tout de même, et surtout en follement digressif, léger, humoristique, presque insaisissable au départ, mais en tout cas, c'est toujours de l'ordre de la causerie. C'est adressé. Peut-être qu'il a écrit pour sa pipe, mais le fait est que quand on le lit, il vous attrape très très vite et c'est à vous qu'il s'adresse, à vous avant tout. Il dit souvent « cher lecteur »,« chère lectrice ». D'ailleurs, c'est un peu une caractéristique du style de Jérôme K. Jérôme. C'est cette causerie, cette façon d'établir tout de suite une sorte de rapport bon enfant et digressif. À la fois, ce qui est intéressant chez Jérôme K. Jérôme, c'est que le livre est placé sous le signe d'abord de la paresse, parce que c'est le premier texte qui s'appelle de la paresse, et après sous une forme de désinvolture et d'ironie très british. Mais il y a toujours, comme chez Swift d'ailleurs, une espèce de cruauté sous-latente qui revient comme ça. C'est-à-dire que au bout de quelques pages, quand on sait qu'il va vous parler des bébés, déjà on se rappelle aussi le texte de Swift sur la façon de se débarrasser de la pauvreté en consommant culinairement des bébés, on se dit, Jérôme K. Jérôme, il ne va pas parler des bébés de façon forcément très très douce. Et c'est vraiment un art de funambule, d'arriver à sur ce qui est presque un genre littéraire, la conversation, le coin du feu, les pensées digressives, la légèreté, ce qu'on disait, les involtures, et tout d'un coup de laisser monter comme ça une espèce de... Alors peut-être que le mot hargne est un peu fort, mais
moi, en lisant voilà, les pensées paresseuses d'un paresseux, je sentais des fois quelque chose de, voilà, de très violent qui se met à sourdre, qui explose. Alors des fois, sa colère est un peu mimée, mais on sent qu'elle est peut-être plus, comment dire, maquillée pour passer pour une colère drôle, et que derrière, il y a une véritable colère, alors qui vient peut-être de Jérôme K. Jérôme était un petit gamin qui ramassait des bouts de charbon sur les voies ferrées, et qui a eu, voilà, et qui a eu fini par avoir du succès, mais qui a été un succès qui lui est resté collé au basque comme ça, qui est le fameux 3 hommes dans un bateau et non pas un couffin comme je l'ai entendu l'autre fois. Et donc voilà, qui a une carrière à la fois célèbre, et où il était enfermé dans un livre, et puis c'était pas un immense écrivain, il n'avait pas du tout un projet littéraire, mais il avait cette verve anglaise qui cherchait à faire rebondir. Et le livre se lit comme ça de façon distraite, et soudain il y a des choses qui sont un peu plus fortes. Et ça, c'est tout un art justement, parce que s'il y allait directement en force, ça serait évidemment moins choquant. Il faut dire que Jérôme K. Jérôme a été orphelin de père à 13 ans et orphelin de mère à 15. Dans l'Angleterre victorienne, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a achevé son enfance et son adolescence, effectivement, en gagnant sa vie, à ramasser les morceaux de charbon, les éclats de charbon tombés des trains au bord des voies ferrées, pour le compte d'une compagnie. C'est quelqu'un qui n'a vraiment pas eu la vie facile. Donc cette agressivité dont tu parles, cette tension, on la sent parfois affleurer. Ce n'est pas un rebelle, ce n'est pas un révolutionnaire, ce n'est pas un donneur de leçons. Il a effectivement un détachement, une légèreté de touche qui permettrait pas de soupçonner comme ça au premier regard effectivement la douleur que ça peut cacher. Mais d'ailleurs, ça m'a fait penser à un extrait de ta préface. Tu parles de philosophie et coup de marteau, et tu proposes d'imaginer ce que ça donnerait si on pratiquait une lecture difficile, mais une lecture sérieuse de Jérôme K. Jérôme, comme si effectivement il n'était pas un humoriste. Voilà. Et là, même qu'on pourrait lire peut-être Nietzsche comme un humoriste, on peut lire aussi parfois Jérôme K. Jérôme de façon différente, mais c'est intéressant parce que le livre s'appelle Pensée paresseuse d'un paresseux. Et à la fois, il disserte de plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a un premier chapitre d'introduction qui est vraiment sur la paresse, et après, il parle d'autres choses. Donc, ça veut dire que tout sera teinté sur... Finalement, il finit par faire une équation un peu étrange entre pensée et paresse. Parce qu'on est paresseux, on peut se permettre de penser. Et c'est vrai que bon, c'est plus compliqué de tisser un livre entre les 3 livres, mais la paresse, c'est forcément quelque chose qui... c'est la palissade, mais qui se définit par rapport au travail. Et en fait, on verra que dans les 3 livres... Voilà, c'est ces 3 types de paresse qui sont très particulières, qui sont peut-être tout sauf de la paresse, puisque la paresse de Jérôme K. Jérôme, c'est une paresse réflexive. C'est justement peut-être parce qu'on n'a pas envie de se lever, parce qu'on aime bien rester au lit. Il y a des passages entiers sur il aimerait bien se lever, mais bon, un oreiller c'est tellement agréable, et du coup on peut penser. Donc il va à l'encontre de l'image du penseur, voilà, qui fait ça comme un travail, et lui au contraire il est dans l'idée que la pensée est quelque chose qui est peut-être du ressort de l'oisif. Voilà, donc ça dit aussi plein de choses sur lui, son rapport au travail, aussi la vision qu'autrui peut avoir de toute façon d'un écrivain qui est forcément a priori un oisif, et que voilà, que la pensée est oisif. Bon, on verra que dans Murger et dans Bartleby, c'est un décalage encore différent. D'ailleurs, il n'est quasiment jamais question d'écriture dans les pensées paresseuses d'un paresseux. Il est question de toutes sortes de choses, en effet. Il est question de l'amour, du cafard, de la dèche, de la façon de faire son chemin dans le monde, du temps qu'il fait, des chats et des chiens, de la timidité, des bébés, du boire et du manger. Vous voyez, c'est une sorte de catalogue comme ça moi, ça m'a fait penser à Montaigne, pour le coup, de la timidité, du boire et du manger, ça pourrait être des essais. Donc il parle un peu de tout, mais il ne parle pas d'écriture, effectivement. On ne se douterait pas que l'homme qui parle est un écrivain. Et pourtant, mais alors, justement, s'il n'est pas écrivain, qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est ? Parce qu'à propos de paresse, il a un rapport un peu compliqué à la paresse quand même. Dès la 2e page de son essai introductif, où il annonce, ça fait d'ailleurs la 4e couverture, « La paresse a toujours été mon point fort, je n'ai aucun mérite, c'est un don », et il le démontre
hein, effectivement, il est né comme ça, c'est un talent extraordinaire. Il précise tout de suite, les fainéants sont légion, tout comme les lambins, mais un authentique paresseux est une espèce rare. Il n'est pas un homme à traîner les mains dans les poches. Au contraire, il est toujours extrêmement occupé. C'est là sa caractéristique principale. Il est impossible de jouir pleinement de la paresse si l'on n'est pas débordé de travail. Où est le plaisir de ne rien faire quand on n'a rien à faire? Perdre son temps devient alors une simple occupation et fort épuisante. Pour être douce, la paresse, comme les baisers, doit être volée. Autrement dit, ce Jérôme K. qui s'annonce comme un paresseux s'annonce aussi bien comme un bonhomme écrasé de travail, toujours très occupé et toujours en quête de l'occupation qu'il déjouera et qu'il trahira pour pouvoir enfin se livrer dignement à sa vraie vocation. Oui, parce qu'il n'est pas le seul, mais il a toujours cette vision du le travail comme une tâche abrutissante qui empêche la pensée, justement la vraie pensée, ou peut-être même l'écriture, est quelque chose qui doit s'arracher justement au travail. Et que si on est enfermé dans le travail, on peut pas réfléchir, on peut pas gamberger, et qu'il faut, en fait, c'est une idée très presque physique, c'est-à-dire qu'il faut du vide autour des pensées pour qu'elles puissent bouger, etc. Si elles sont comprimées comme ça dans une espèce de havre-sac pour aller au travail, les pensées peuvent pas proliférer entre elles. Donc il faut du vide, et c'est une idée assez moderne, quoi, justement, cette idée sur moderne, on pourrait renvoyer à Rousseau aussi, c'est les rêveries du promeneur solitaire, hein. Il faut qu'il y ait du vide, qu'il y ait de l'espace, qu'il y ait du jeu, en fait, entre les pensées. Mais qu'elle ne soit pas prise dans... de toute façon, il ne se prend pas pour un philosophe, mais la pensée doit robinsonner. Et alors, ça lui permet, sous une forme de désinvolture, finalement, ce que je disais, c'est pas un philosophe, et il est plus proche, quand on lit des extraits comme celui que Daniel a lu, on pourrait imaginer ça en one-man show, quoi. C'est quelqu'un, il prend un thème, et puis il fait des digressions dessus, avec cet humour décalé qui est propre, mais qu'on retrouve aussi chez Alphonse Allais, c'est-à-dire qu'il y a des petites phrases. On sent bien, il cherche aussi à travailler des petites formules, il travaille à plusieurs niveaux comme ça. Mais alors, pourquoi la paresse, Laro? Parce que c'est toi qui l'as choisi, le thème, tout de même. Alors, j'adore la paresse parce que c'est un projet de vie qui est très compliqué. Parce qu'effectivement, si on est paresseux parce qu'on est rentier ou juste un peu fainéant, effectivement, la paresse n'a aucun intérêt. Elle a trop de place. À la limite, c'est pas parce qu'on a 30 lits dans sa maison qu'on sera un meilleur paresseux. Comme il dit, la paresse, c'est un rapport au travail. Et c'est un rapport, ça ne veut pas dire renoncer au travail, ça veut dire vouloir gérer le travail d'une façon complètement personnelle qu'on invente au jour le jour. Et le travail ne pourra être accepté que parce qu'il est comme ça, enrobé, entouré de paresse. Et en gros, le message derrière, c'est paresse égale liberté. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. C'est ma paresse. Évidemment, il ne va pas parler du travail, puisque ce n'est pas son sujet. Mais la paresse est toujours une façon de dire, je veux bien accepter la notion de travail, mais je pense qu'elle a besoin, cette notion, d'être peut-être subvertie de l'intérieur ou de l'extérieur. Je pense que les grands paresseux sont des grands travailleurs. J'espère. Est-ce que tu es un grand paresseux, c'est ça? Non, mais c'est compliqué. Moi, je ne suis pas encore assez professionnel pour être paresseux. J'essaye, mais c'est un énorme boulot d'être paresseux, parce que ça veut dire quoi, être paresseux? Est-ce que c'est faire le vide? Est-ce que c'est ne penser à rien? Est-ce que c'est se laisser... Le vrai paresseux, c'est quand même celui qui arrive à apprécier sa paresse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il mette à l'écart peut-être une forme d'ennui qui amènerait de la tristesse. C'est comme des passions de Spinoza. Il ne faut pas que des choses créent de la tristesse. Il faut qu'il mette également à distance une espèce de vide qui peut déboucher sur des idées de suicide. Il faut qu'il mette aussi à distance une espèce de culpabilité par rapport au travail qui fait qu'il ne pourrait pas apprécier sa paresse. Donc c'est vraiment un art, c'est un équilibre très parfait. C'est-à-dire, j'ai du boulot, je vais le faire, il n'y a pas de problème. C'est pas la procrastination non plus, mais je suis bien et j'arrive à ménager comme ça des petites niches presque spatio-temporelles où je peux paresser. Mais je fais ce que je veux de ma paresse, et à la limite, c'est aussi un domaine où le paresseux n'a pas de compte à rendre, n'a pas à expliquer ce qu'il fait de sa paresse, etc. C'est qu'il apprécie en fait le moment avant le travail, après le travail, entre le travail. De toute façon, c'est toujours un entre-deux, c'est toujours un milieu, la paresse. On est entre deux choses,
mais c'est ce qui permet de passer d'une tâche à une autre, etc., plutôt que de tout enchaîner et de compacter le temps. Autrement dit, la paresse est une forme d'activité. Ça n'est En tout peut-être cas, pas c'est du travail, mais c'est une activité. C'est ce qu'on peut voir, je ne sais pas si on peut passer tout de suite à Henri Murger, mais on s'aperçoit que dans les scènes de la vie de Bohème, donc la Bohème c'est intéressant, hein, parce que c'est même si maintenant on parle beaucoup des bobos et des bourgeois bohèmes, il y a une notion de la bohème au 19e qui est différente et qui est quasiment d'ailleurs créée de façon littéraire et sociologique par Henri Murger, hein, avec ce texte qui en plus apparu en feuilleton comme ça dans je ne sais plus quelle revue d'ailleurs. Le Corsaire Satan. Le Corsaire Satan. Et donc qui a presque habitué les gens à reconnaître un type sociologique du bohème, une activité, mais on s'aperçoit dans les scènes de la vie de Bohème que ces soi-disant fainéants sont hyper actifs. C'est-à-dire que c'est un livre qui est en ébullition permanente. Moi, je l'avais lu il y a très longtemps, au XXe siècle, et en le relisant, j'ai eu le même plaisir de le relire parce que on s'aperçoit que c'est une stratégie très compliquée. C'est-à-dire que alors ils sont pas très fortunés, il y en a un qui est peintre, l'autre qui est un peu écrivain, donc il faut vivre un peu d'expédients, il faut se débrouiller, il faut trouver à se loger, donc parce qu'en revanche la pauvreté est très fatigante par rapport pour mériter la paresse, il faut quand même passer par ça, parce que c'est pas chez Murger, c'est pas des paresseux oisifs, hein, c'est pas huissement, encore on avait parlé de huissement ici, on voit bien qu'il y a c'est encore peut-être un autre type de paresse plus baroque. Mais donc voilà, ils sont obligés de se remuer tout le temps pour trouver une façon de vivre, pour arriver à vivre cette chose qu'ils aiment, qui est la paresse. Parce que voilà, ils n'aiment pas du tout l'idée du travail en soi, on ne peut pas leur donner tort, mais c'est du boulot. Donc ils passent leur temps à s'agiter, mais en circonférence comme ça de la paresse pour arriver à trouver des moments. Et pour eux, la paresse, c'est des moments de joie, de lâcher prise, de déconnade absolue. Enfin, quand on lit les scènes de la vie de Bohème, de Murger, je dirais un petit passage, c'est very bad trip. C'est-à-dire que c'est incroyable. Hein. Ça va à une vitesse, hein, voilà, ils sont 3-4. Et puis, ils vont peut-être écrire un poème, ou peut-être ils doivent faire une peinture, puis finalement, ils trouvent une façon de gagner quelques sous en faisant autre chose, ou en promettant, ou en disant qu'ils vont le faire plus tard, et du coup, ils partent en soirée, et là, chaque fois, les soirées dégénèrent de façon complètement délirante en l'espace de 2 pages. Je peux peut-être lire, d'ailleurs, un extrait tout de suite, vous allez voir, vraiment, je ne sais pas si vous connaissez Very Bad Trip, mais c'est vraiment ça. Ça m'a frappé en le lisant. C'est-à-dire, voilà, des soirées qui partent. Là, c'est une scène où il y a donc le type est peintre, il ne peut pas forcément faire les noces de Cana tout de suite, donc il fait plutôt des sujets un peu ingrats, et là il y a un type qui s'appelle Blancheron, et qui vient pour se faire son portrait, comme ça se faisait souvent à l'époque. Et donc le type va se présenter, le pauvre peintre va devoir s'exécuter, et très vite la situation va dégénérer. Alors il se présente, Monsieur Blancheron, reprit l'étranger, Blancheron de Nantes, délégué de l'industrie sucrière, ancien maire de V, capitaine de la garde nationale et auteur d'une brochure sur la question des sucres. Je suis fort honoré d'avoir été choisi par vous, dit l'artiste en s'inclinant devant le délégué des raffineurs. Comment désirez-vous avoir votre portrait? À la miniature, comme ça, reprit M. Blancheron en indiquant un portrait à l'huile. Car pour le délégué comme pour beaucoup d'autres, ce qui n'est pas peinture en bâtiment est miniature. Il n'y a pas de milieu. Cette naïveté donna à Chenard, c'est le nom du peintre, la mesure du bonhomme auquel il avait affaire, surtout quand celui-ci eut ajouté qu'il désirait que son portrait fût peint avec des couleurs fines. Je n'en emploie jamais d'autres, dit Chenard. De quelle grandeur, monsieur, désire-t-il son portrait? Grand comme ça, répondit monsieur Blancheron en montrant une toile de vin. Mais dans quel prix ça va-t-il? De 50 à 60 francs. 50 sans les mains, 60 avec. Diable, mon cousin m'avait parlé de 30 francs. C'est selon la saison, dit le peintre. Les couleurs sont beaucoup plus chères à différentes époques. Tiens, c'est donc comme le sucre. Absolument. Va donc pour 50 francs, dit monsieur Blancheron. Vous avez tort, parce que pour 10 francs de plus, vous auriez les mains, dans lesquelles je placerai votre brochure sur la question sucrière, ce qui serait flatteur. Ma foi, vous avez raison. Sacrebleu, dit lui-même Chenard. S'il continue, il va me faire éclater et je le blesserai avec un de mes morceaux. Je saute un petit passage où ça continue. Et après, le peintre se mit au travail. Chenard s'était mis à la besogne. Comme la nuit était tout à fait venue, M. Blancheron entendit sonner 6 heures et se souvint qu'il n'avait pas dîné. Il en fit la remarque au peintre.
Donc on suppose qu'entre le moment où il s'est mis à peindre et le moment où il s'arrête, il a dû se passer genre 3 minutes. Ah, je suis dans le même cas, mais pour vous obliger, je m'en passerai ce soir. Pourtant, j'étais invité dans une maison du Faubourg Saint-Germain à Dichona. Mais nous ne voulons pas nous déranger, ça compromettrait la ressemblance. Il se mit à l'œuvre. Après ça, dit-il tout à coup, nous pouvons dîner sans nous déranger. Il y a en bas un excellent restaurant qui nous montera ce que nous voudrons. Et Chenard attendit l'effet de son trio de pluriel. Ah, je partage votre idée, dit M. Blancheron. Et en revanche, j'aime à croire que vous me ferez l'honneur de me tenir compagnie à table. Chenard s'inclina. Allons, se dit-il à lui-même, c'est un brave homme, un véritable employé de la Providence. Voulez-vous faire la carte demanda-t-il à son amphitryon. Ah, vous m'obligerez de vous charger de ce soin, répondit poliment celui-ci. Tu t'en repentiras, chanta le peintre en descendant les escaliers 4 à 4. Il entra chez le restaurateur, se mit au comptoir et rédigea un menu dont la lecture fit pâlir le Vatel en boutique. Du Bordeaux à l'ordinaire. Qu'est-ce qui paiera ? Oh, pas moi probablement, dit Chenard, mais un mien oncle, que vous verrez là-haut, un fin gourmet. Ainsi, tâchez de vous distinguer et que nous soyons servis dans une demi-heure et dans de la porcelaine surtout. Alors là, il y a une petite ligne de pointillés qui montre qu'il s'est passé quelque chose, le repas, voilà. Et là, voilà, c'est la fin du chapitre et c'est vraiment incroyable. À 8 heures, M. Blancheron sentait déjà le besoin d'épancher dans le sein d'un ami ses idées sur l'industrie sucrière. Et il récita à Chenard la brochure qu'il avait écrite. Celui-ci l'accompagna sur le piano. À 10 heures, M. Blancheron et son ami dansaient le galop et se tutoyaient. À 11 heures, ils jurèrent de ne jamais se quitter et firent chacun un testament où ils se léguaient réciproquement leur fortune. À minuit, Marcel, qui est le poète qui revient, parce que lui a eu le droit d'aller dans une soirée pour piquer des canapés, à minuit, Marcel rentra et les trouva dans les bras l'un de l'autre. Ils fondaient en pleurs. Et il y avait déjà un demi-pouce d'eau dans l'atelier. Marcel se heurta à la table et vit les splendides débris du superbe festin. Il regarda les bouteilles, elles étaient parfaitement vides. Il voulut réveiller Chenard, mais celui-ci le menaça de le tuer s'il voulait lui ravir M. Blancheron, dont il se faisait un oreiller. « Ingrat !» dit Marcel. Voilà. Et c'est à peu près comme ça pendant tout le livre. Oui, à peu près, mais pas tout à fait tout le livre, parce que c'est vrai, ce chapitre-là, c'est le deuxième d'ailleurs. Hein, ça attaque très très fort. En parenthèse, les deux compères, ils font d'une pierre deux coups, ils vont gagner de l'argent avec le portrait, et le temps que le bourgeois reste là bloqué à se faire faire à se faire tirer le portrait, il a tombé son habit, et l'autre, Marcel, l'autre peintre, en a profité pour le revêtir et partir en soirée. Le problème du début, le mécanisme est souvent un peu le même. Il y a un problème à résoudre, des ressources à trouver. La petite nouvelle, parce que au fond, le roman est composé de petites nouvelles presque indépendantes, la nouvelle consiste à résoudre le problème de façon plus ou moins délirante, ingénieuse, etc. Là, pour le coup d'une pierre deux coups, on tire le portrait du bourgeois et on lui emprunte son habit sans qu'il se rende compte. À la fois, il ne précise pas vraiment qui fait le tableau. Et après, il y a une ellipse, on passe à d'autres personnages. Donc, on peut même supposer qu'en fait, il n'a jamais fait le tableau. Oui. Et que de toute façon, c'est leur façon de se débrouiller. Mais on sent bien qu'il n'y a pas de malice chez eux. Puisqu'il y a toujours une autre solution, puisqu'on peut peut-être passer un meilleur moment finalement à manger, à boire. Et après, si ce Blancheron est d'accord et s'il passe un bon moment, voilà. Donc voilà, c'est des gens qui ont un sens très instinctif de la paresse. Ils veulent bien faire le tableau, pourtant c'est pas rigolo pour eux, mais bon, après tout, parce que chaque fois c'est après tout. Finalement, s'il y a une autre solution, voilà. Donc c'est un livre qui est, d'une effervescence complètement folle. C'est du slapstick, comme ça, c'est des gags. Oui, toi, tu as pensé. Toutes les soirées dégénèrent. Tu as pensé à effectivement Very Bad Trip. Moi, je pensais effectivement au cinéma muet. Je pensais à Charlie Chaplin. Enfin, c'est ça. Comment les misérables, le sourire aux lèvres, arrivent à s'en tirer. Il y a des points avec Hugo et c'est intéressant parce que Murger était. À la fois, il était très apprécié par certains de ses contemporains, et à la fois, il y avait vraiment la haute littérature et la basse littérature. Les gens avaient compris que c'était pas non plus quelqu'un qui était archi cultivé. Il venait pas des mêmes cénacles et des mêmes milieux que certains, donc il était un peu considéré comme quelqu'un qui se pique d'écrire et qui fait ses petites chroniques dans les journaux et qui les bidouille en roman. Donc et c'est pas du tout Victor Hugo. Mais à la fois, quand on le lit, des fois on a l'impression que c'est du Victor Hugo sous amphétamine, quand il décrit des personnages qu'on connaît bien maintenant comme Marcel ou Mimi via l'opéra.
Mais voilà, c'est ce que quand Hugo décrit ça avec une patte des fois un petit peu lourde, en s'enferrant des fois un petit peu dans le sens de la formule, hein, qui est chez Hugo qui stoppe toujours la prose, hein, même si c'est magnifique. Chez Murger, c'est complètement décomplexé et ça y va à fond et c'est à lire, c'est quand même c'est assez épuisant parce que c'est une espèce de farandole perpétuelle et oui, c'est un galop, mais qui décrit voilà une tranche de la population pendant un certain temps et qui permet de comprendre après beaucoup d'autres livres, je trouve, du 19e siècle sur toute cette génération qui voilà qui n'arrive pas à arriver mais qui n'a pas vraiment envie d'arriver. Enfin voilà, ils font un cénacle entre eux et puis ils ont vraiment des... Ce qui est assez beau, c'est qu'ils ont des véritables valeurs esthétiques et morales confondues, et qui ne veulent pas du tout finir à l'académie, ils ne veulent pas être des parvenus, etc. Donc, t'entends, ils biaisent un peu comme ça pour s'attirer les bonnes grâces de quelqu'un qui va leur payer un pichet, ou plutôt 30 pichets, mais ils ont voilà. En fait, ils ne veulent pas du tout arriver, ils ne veulent pas entrer dans le monde du travail, ils ne veulent pas arriver dans la consécration, dans le couronnement, et donc la paresse est finalement une espèce de petit moteur invisible qui les sauve justement de la compromission, je trouve. Là encore, le rapport à la paresse est assez paradoxal. Hein. C'est comme chez Jérôme Cagérôme, ce sont des gens qui mettent une énergie folle à être paresseux. Une énergie extraordinaire. C'est vrai que le roman se lit d'une traite. Ça part au galop, ça n'arrête pas. C'est d'une vivacité absolument incroyable. Je vous parlais de lecture de vacances. Là, vous pouvez lire les chapitres presque dans n'importe quel ordre. Je dis bien presque. Hein. Les chapitres centraux sont presque comme des nouvelles interchangeables. Et ça va à une vitesse. C'est dialogué de façon brillantissime. C'est plein de bons mots et de mots moins bons, mais justement qu'ils sont lâchés avec une désinvolture, une insolence, une gouaille absolument incroyable. Et je dirais pas que c'est une lecture vacances. Je pense que c'est plus... Enfin, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est lisez-le plutôt au boulot. Pendant les heures de travail, je pense que ça redonnera du sens. Mais c'est dommage parce que les scènes de la vie de bohème de Murger, c'est pas un texte qui est très connu, même si le titre peut danser dans les mémoires ou la connaissance, alors que moi je trouve que c'est vraiment un livre incroyable. Il lui est arrivé un peu la même chose que la Dame aux Camélias, d'une certaine façon. Ça a été, en fait, comme la Dame aux Camélias, ça a d'abord été transposé au théâtre, énorme succès au théâtre. Et le succès au théâtre a entraîné une adaptation à l'opéra, un succès encore plus énorme. Et du coup, maintenant, on se rappelle l'opéra de Verdi ou l'opéra de Puccini pour la Bohème, et on ne remonte pas à l'original, alors que l'original est étincelant. C'est plein de gags, c'est plein de drôleries. C'est vrai qu'il est mort à 39 ans. Moi, je sais quand la première fois que je l'ai lu, je devais avoir 18 ans, donc ça ne m'a pas paru un âge particulièrement vieux pour décéder. Maintenant, je me dis, oui, non, quand même 39 ans, oh la vache, oui, d'accord. Et comme Jérôme Cagérôme, c'est quelqu'un dont la vie a été pourri au départ par une misère noire. Il était fils de concierge. Il a échappé à la force du poignet à la destinée sociale qui lui était promise. Mais enfin, à 20 ans, il était déjà à l'hôpital, dans la misère la plus noire. Il souffrait de purpura à 20 ans. Alors le purpura, c'est une maladie qui est c'est une des conséquences du scorbut et de la malnutrition. C'était vraiment quelqu'un qui crevait de faim, littéralement. Et ces chroniques-là, il les a écrites pour ne pas mourir de faim. Il les publie dans une sorte de petit journal, comme ça, le Corsaire Satan, des années 1840, où d'ailleurs Baudelaire, à ses débuts, écrivait aussi. Et c'est d'une gaieté, c'est d'une gaieté absolument stupéfiante. Alors que si on lit en filigrane, comme Jérôme Cagérôme, si on lit en filigrane, au fond, qui sont ces bohèmes Quand j'ai refermé le livre, je parlais du premier et du dernier chapitre. Je disais, il ne faut peut-être pas en parler tout de suite, parce que le premier, il l'a écrit pour le recueil en volume, pour introduire le sujet. C'est un très bon chapitre, un peu long, mais qui pose le décor. Il y a la Balzac, où il fait une typologie, il y a au moins plusieurs sortes de bohèmes, il explique tout ça. Voilà. Et les deux derniers chapitres sont des chapitres où il prépare en quelque sorte la sortie, la fin du roman, en refermant l'ère et l'âge de la bohème. Parce que la bohème, c'est aussi un âge. Et puis après, où on est mort de faim, ou alors, si on survit, alors on rentre dans le rang, on se résigne, et les derniers chapitres sont plus noirs de ce point de vue. Mais les chapitres centraux sont extraordinaires, et ça m'a fait penser que
finalement, dans la typologie bohème contre bourgeois, parce qu'évidemment, bobo, c'est absolument impossible quand on lit un roman comme ça, on est soit bohème, soit bourgeois, ce sont des âges distincts, mais ce sont des types humains distincts. Le bourgeois, c'est quelqu'un pour qui le temps se capitalise. Voilà, le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, ça s'accumule. Et le temps, ça s'accumule aussi. Et ça ne se gaspille pas. Il y a une continuité du temps. Et le temps, c'est du travail. Voilà. Alors que pour les bohèmes, pour le dire autrement, les bourgeois, ce sont des gens qui sont des agriculteurs du néolithique. Ils sèment, ils attendent 6 mois, ça pousse, ils récoltent, et ils savent que dans 6 mois, ils vont pouvoir récolter. Alors que les bohèmes, ils sont dans le paléolithique. Ils sont dans la dépense en permanence. C'est des chasseurs-cueilleurs. C'est des chasseurs-cueilleurs. Ils vont dans le monde, ils vont dans Paris, et comme le dit Burger, à la chasse à cette bête rare, féroce et difficile à traquer qu'est la pièce de 5 francs. Mais c'est des chasseurs très distraits parce que, par exemple, ils vont avoir besoin, je ne sais pas, de 5 ou 10 sous pour payer leur loyer, donc ils vont les chercher, donc ils ont un système il y a un type, il a un système comme ça, une espèce de truc alphabétique par arrondissement où il fait tous les gens qu'il connaît, comme ça, et puis chaque fois il demande des sous, il sait telle période où il peut demander, enfin bref. Mais une fois qu'ils ont ces 10 sous pour payer le loyer, s'ils rencontrent un ami devant une taverne, je dis c'est pas grave, on trouvera une autre solution. De toute façon, il faut qu'on dépense, il faut qu'on vive, parce qu'en fait, l'idée quand même derrière, c'est que de toute façon, on va tous crever, on va pas réussir dans cet art parce qu'on veut pas faire de compromission. On n'est pas très doué pour s'enrichir, donc finalement ces 10 sous c'est peut-être mieux de les boire maintenant, et puis comme ça on va parler de littérature, de peinture, on va déclamer des vers et on va se coucher à 5h du matin en pleurant et en devenant amis pour la vie. Et ils préfèrent ça à chaque fois, donc mais c'est toujours présenté effectivement chez Murger avec une espèce de gaieté, mais qui est chaque fois un peu cette énergie du désespoir, parce qu'on sait très bien que voilà, ils sont pas amenés à vivre très longtemps. Non, et ils le thésaurisent. Le purpura. Méfiez-vous du purpura. Ils ne thésaurisent jamais. Parfois, un oncle donne de l'argent, parfois l'un d'eux vend un tableau par miracle. Voilà, ils se retrouvent avec de l'or. C'est l'occasion de faire des blagues, l'occasion de rigoler, l'occasion de faire un festin, la nouba pendant 3 jours, et au 4e jour, il ne leur reste rien. Et jamais le moindre regret. Jamais ils se disent « Ah bah zut, on aurait peut-être dû en garder un peu ». Non, pas du tout. C'est la consommation, c'est le quand ils ont tout potlatch. perdu, ils ont une idée géniale à chaque fois, c'est « Fêtons ça ». On n'a plus de sous, alors il faut vraiment fêter ça, parce que sinon ça va être triste. Et donc là, mais ils trouvent tout de suite une solution. Il y a toujours un brave bougre qui les entend. En plus, il y a tout un moment qui est très beau, très émouvant et très cruel, où il y a un type qui veut à tout prix entrer dans leur cénacle. Il a compris qu'il y avait quand même un poète, un peintre, etc. Et il veut en faire partie. Il y a un autre qui est philosophe, on se demande de quoi, mais bref. Et donc ils lui font subir un nombre de rituels pour l'intégrer à leur société, mais alors c'est méchant et à la fois c'est gentil, parce qu'il se moque un petit peu de lui. Donc évidemment le rituel consiste chaque fois à leur payer à manger, à boire, ou des choses comme ça. Mais voilà, ce type veut vraiment entrer là-dedans parce qu'il a une admiration pour ces gens qui représentent juste la joie de vivre par rapport à un monde bourgeois plutôt terne. Et donc, une fois encore, le rapport au travail, du coup, il est plutôt ambigu. Il est plutôt ambigu. Hein, le fait est que l'une des difficultés de l'écriture du roman pour Burger, ça a été peut-être justement de faire en sorte que les scénettes ne soient pas simplement une succession de scénettes, mais de construire une sorte de durée romanesque, à partir de scènes qui n'étaient que des nouvelles indépendantes au départ. Et la solution qu'il a trouvée, ça a été effectivement d'infléchir peu à peu la couleur générale des scènes, en introduisant des teintes plus sombres. La séparation amoureuse, la mort devient de plus en plus présente. Et à la fin, à l'extrême fin du roman, ce sont les survivants qui eux-mêmes, avec bonne humeur, se reconnaissent comme morts, puisque devenus bourgeois. Au fond, la vie de bohème, c'était la vie tout court. C'était la vie tout court. Et une fois qu'on sort de la bohème, on sort de la vie. C'est ce que dit le peintre Marcel à la fin. « Nous sommes finis, mon vieux, nous sommes morts et enterrés, la jeunesse n'a qu'un temps. Où dînes-tu ce soir ?» Et l'autre lui propose « Si tu veux, nous irons dîner à 12 sous dans notre ancien restaurant de la rue du Four, là où il y a des assiettes en faïence de village et où nous avions si faim quand nous avions fini de manger. » Et l'autre lui répond « Ma foi non. Je veux bien consentir à regarder le passé, mais ce sera au travers d'une bouteille de vrai vin et assis dans un bon fauteuil. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un corrompu.
je n'aime plus que ce qui est bon. Et ça finit comme ça. Non, vraiment, c'est une lecture. C'est vrai que vous pouvez la lire au bureau aussi. Hein, il faut. De toute façon, toute heure volée pour la lecture est bon. C'est d'une gaieté. C'est d'une gaieté magnifique. Moi, je suis très admiratif qu'un gars qui a vécu une vie pareille, dans une misère pareille, et qui est effectivement mort épuisé à 39 ans, en 1861, il est à un an près l'exact contemporain de Baudelaire et de Flaubert, pour vous le situer, ait pu produire une œuvre d'une telle gaieté. Il y a plein de personnages dedans qui font penser à Bouvard et Pécuchet, parce que autant eux sont pas des parangons de paresse, mais enfin des parangons de stratégie, autant ils sont confrontés à des gens qui incarnent, la bêtise bourgeoise et béate que fustigeait Baudelaire, Baudelaire aussi d'ailleurs, mais Flaubert. Il y a vraiment ce côté, de toute façon il y a deux mondes, et chaque fois c'est toujours une question, ça tourne autour du travail. Et c'est un texte qui est, alors c'est toujours débile de dire que c'est moderne, mais c'est intéressant parce que ça parle de gens qui font de l'art, etc. Mais faire de l'art, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est on travaille en permanence? Je sais que ces derniers temps on a beaucoup parlé de la rémunération de l'auteur, de choses comme ça, mais peut-être qu'il y a besoin aussi de vide pour créer, qu'il y a besoin alors pas forcément de se brûler la gueule tous les soirs, mais d'une forme d'oisiveté, d'une forme en tout cas de ne pas vouloir rentrer dans le cadre, et que c'est pas en salariant les gens, forcément en les aidant tout le temps, que la création peut forcément le mieux s'épanouir, parce on le voit, elle est confrontée, si elle n'est pas confrontée à des problèmes sociaux, économiques, etc., la création n'a pas de sens. On a pu voir dans Huysmans ce que devient une création comme ça qu'on nous explique en vase clos. C'est du baroque, mais qui sent le pétale fané, le pétale moisi, qui a un discours sur la mort. Alors qu'eux, ils sont complètement dans la vie, justement, parce que ils ne savent pas ce que va être forcément leur art, et c'est quelque chose qui va se chercher en permanence, qui va flotter, et puis s'ils ne trouvent pas, ils ne trouveront pas. Ils ne sont pas dans c'est pas des winners, c'est ça qui les rend plutôt intéressants. Ce qui me fait penser d'ailleurs, tu parlais aussi de Hugo. Les références à Balzac sont aussi explicites dans les scènes de la vie de Bohème. Et je pensais en lisant que cette forme de pauvreté-là, de pauvreté assumée, de pauvreté voulue, et de pauvreté collective et gaie, c'est comme si elle n'était plus possible aujourd'hui. C'est-à-dire que Burger dit que la Bohème ne peut exister qu'à Paris. C'est une époque où la petite chambre de bonne au 7e étage, même là, elle coûte encore assez cher apparemment, mais ils s'arrangent, ils sont à 2-3. Maintenant, effectivement, la chambre de bonne au 7e étage ne permet même plus d'être bourgeois bohème, ça c'est clair. Ni même bohème tout court. Ni même bohème. La bohème, c'est fini. Voilà. Oui. Et à propos de... Ce qui lui fait penser, c'est que les bohémiens de Murger, ce sont des paresseux urbains. Ils ont besoin de la ville. Ils ont besoin de la ville comme espace de rencontre, et ils ont besoin de la ville comme d'espace de chasse où traquer la terrible pièce de 5 francs. Bartleby aussi, c'est une histoire extrêmement urbaine, puisque la nouvelle de Melville est sous-titrée, si je me souviens bien, « Histoire de Wall Street ». C'est le sous-titre du texte anglais. Histoire de Wall Street. Dans Wall Street, on entend évidemment les murs, the walls, mais le moins qu'on puisse dire avec Melville, c'est que l'usage qu'il fait de l'espace urbain est totalement différent. Le mur est très important, puisque ce personnage Bartleby, justement, se retrouve à un bureau avec une fenêtre qui donne sur un mur. Donc déjà, de toute façon, il a campé l'espace dans une impasse absolue. Mais je pense que la chose la plus fascinante dans Bartleby, tout le monde connaît cette fameuse phrase « I would prefer not to », qui est une phrase... Alors, c'est pas non seulement qu'elle est compliquée à traduire et qu'elle a posé problème. Il existe plusieurs traductions de Bartleby, je ne sais pas, peut-être 5, 6, 7, peut-être plus.
avec chaque traducteur, c'est vraiment le noyau dur. Comment on va faire pour traduire différemment, si possible, cette fameuse phrase « I would prefer not to », qui a l'air de poser un vrai problème de traduction au français, mais qui en fait pose un problème de traduction à l'intérieur même du texte. C'est-à-dire que dans le livre, quand Bartleby dit « I would prefer not to », ben les autres personnages, dont éminemment son patron, mais aussi les autres employés, ne comprennent pas la phrase. C'est comme si elle était dite dans une autre langue, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Des fois, pour tel employé, c'est juste une façon arrogante, et puis pour son patron, peut-être ça veut dire autre chose, enfin, il finit pas sa phrase, peut-être il manque un complément, etc. Donc, c'est pour ça que c'est pas étonnant que c'est une phrase qui a posé problème au traducteur, c'est parce qu'elle est déjà, dans Melville, elle est spéciale, avec ce « I would prefer not to », voilà, l'ordre des mots, elle revient tout le temps, il y a une ou deux variations, et, je crois qu'elle revient 6 ou 7 fois dans le texte, qui est pas énorme, mais qui est beaucoup, parce que le texte est assez court. Et voilà, je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire, c'est un type qui se fait engager, et puis quand on lui demande, il fait des travaux de copiste quand même, c'est pas du tout un fainéant, hein, il travaille même très bien, aussi bien si ce n'est plus que ces deux acolytes qui eux sont vraiment des types très changeants. Il y en a un, c'est avant le repas, il faut pas lui parler, il est insupportable, l'autre c'est le contraire, c'est après le repas. Bartleby est vraiment alors c'est un copiste, donc c'est intéressant pour nous qui avons lu Bouvard et Pécuchet aussi, ou des choses comme ça évidemment. Mais en revanche, quand on lui demande à un moment de collationner, il va dire non, I would prefer not to. On a presque envie de traduire de façon moderne par pas envie. Bon, il n'a pas envie. Alors, est-ce qu'il veut dire j'ai pas envie de faire ça, ou est-ce qu'il dit non, j'ai pas envie aujourd'hui? Est-ce que c'est dans le temps? Est-ce que c'est dans son... Voilà. Et chaque fois, cette phrase, elle revient et elle finit par former une strate de plus en plus épaisse qui est que ce pas envie, au bout d'un moment, devient quelque chose de lourd et qui rend fou son patron. Et ce qui est très étonnant, c'est que son patron lutte contre l'agacement que cette phrase lui dit. Donc, au début, il se dit, bon, c'est juste de l'insolence, on lui demande de venir travailler, il n'a pas à répondre ça. À la fois, il se dit quand même, ce type bosse bien, s'il dit ça, il a peut-être une raison, peut-être qu'il va mal aujourd'hui, etc. Et puis, puis en plus, voilà, Bartleby, il est quand même décrit comme un jeune homme, enfin bon, plutôt gris, plutôt pâle, et au bout d'un moment, il cherche à comprendre pourquoi Bartleby dit ça. Il ne trouvera jamais, mais il refuse d'entrer dans ce qui peut... Alors, peut-être qu'il y a une provocation, il se dit, peut-être qu'il essaye de me provoquer, peut-être que ceci, peut-être que cela, et après il prend des décisions. Bon, aujourd'hui je le vire, mais il ne peut pas. Parce que chaque fois, en fait, comme il ne comprend pas ce que dit Bartleby, lui ne le comprend pas, les autres employés ne le comprennent pas, et nous, lecteurs, on ne le comprend pas. C'est-à-dire que c'est ça qui est très beau dans le livre de Melville, c'est que ça reste une espèce de noyau qui est incassable, on ne peut pas comprendre ce que Bartleby dit par ça. Après, on peut gloser, et voilà. Et donc à la fin, ça se termine de façon un peu particulière, mais je pense que là, Melville a créé un homme-phrase, qui est quelque chose de très particulier en littérature. Voilà, quelqu'un qui se définit par une phrase, et c'est incassable, c'est impénétrable, c'est inexplicable. Et on est en train de se demander. Donc pendant très longtemps, moi je me suis dit, c'est magnifique, quoi, c'est une forme de résistance. Et il veut bien bosser, puis à un moment, il dit, je préférerais pas. Il choisit une formule qui va troubler le patron, par la langue même, c'est-à-dire qu'il introduit comme un virus dans la langue et ça rend fou tout le monde. En plus, après, les autres employés disent non, mais des fois, je préférerais pas faire ça. Et le type les regarde, dit mais ça y est, vous avez attrapé la maladie de Bartleby. Enfin, il y a quelque chose de très contagieux. Donc, il y a vraiment ce côté comme peut-être un agitateur caché qui est en train de créer quelque chose. Et en le relisant, je me suis demandé s'il n'y avait pas une... Alors c'était très particulier, mais s'il y avait peut-être autre chose de beaucoup plus pervers dans ce texte, et si on ne pouvait pas imaginer, mais ça serait une vision assez horrible, en fait, que Bartleby est vraiment quelqu'un de très malin, est vraiment un paresseux, c'est-à-dire qu'il se fait embaucher, il veut bien bosser un petit peu, mais il n'a plus du tout envie de bosser, donc ça serait un authentique paresseux, et il trouve une méthode qui déstabilise tout le monde, où tout le monde se met à échafauder des choses, de même que le lecteur et les gens qui ont glosé dessus, alors qu'en fait, il n'a juste pas envie de travailler. Donc ça serait une vision qui serait complètement cynique de Bartleby, de se dire, voilà, c'est juste un malin qui a trouvé c'est une phrase échappée belle, une phrase échappatoire comme ça. Alors évidemment, c'est pas je pense pas que cette explication tienne beaucoup, mais ça veut dire qu'on passe son temps à se poser des questions. On est vraiment dans la position du patron de Bartleby, quoi. C'est quand même scandaleux, enfin on ne répond pas à bout de plus faire notre tout, on n'imagine même pas quelqu'un dans une entreprise faire ça.
Enfin, ça n'a jamais été fait, je sais pas, ou alors aussi peut-être dans Fight Club, il y a un côté I would prefer not to des fois du personnage. Mais voilà, c'est rare de ramener une lutte de pouvoir, une lutte sociale comme ça à une phrase. Et je pense que là, c'est vraiment enfin, chez Melville, il y a cette malice, c'est-à-dire de ne pas expliciter les choses, de nous mettre exactement dans la position finalement de l'employeur, du patron, et dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire contre une phrase pareille. Et donc on ne peut rien faire, c'est-à-dire que Bartleby ne bouge pas, il reste dans les bureaux, ils n'arrivent pas à le virer, quoi. Il y a quelque chose il devient. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, je trouve qu'il devient un personnage à la Beckett, hein, qui s'empote comme ça, qui prend racine dans le terreau, et qui veut pas bouger, et qui est une force d'inertie totale. Mais avec une force d'inertie totale qui est générée par une phrase qui crée tout sauf de l'inertie. C'est-à-dire qu'il faut quand même imaginer qu'au bout d'un moment, c'est son patron qui déménage. Parce qu'il n'arrive pas à le virer. Donc finalement, il change de bureau, il va à l'autre bout, etc. Donc d'autres gens arrivent, reprennent le bureau et disent mais vous avez laissé un truc. Mais comme s'il parlait d'un ficus qu'on n'arrive pas à boucher, quoi. Et ça devient un truc de fou. Enfin, c'est un texte... Deleuze a très bien compris que c'était quand même un texte qui est d'une drôlerie incroyable, mais dans le style de Beckett. Oui, ou de Kafka. C'est de l'humour. C'est déjà de l'humour kafkaïen d'une certaine façon, effectivement. Et le crescendo kafkaïen est très très impressionnant aussi. Le patron est un avoué, un notaire, un brave homme, un peu paternaliste. Effectivement, il lui faut un troisième bonhomme pour travailler. Il l'engage. Il en est très très content. Et là-dessus, effectivement, démarre ce crescendo qui n'en est pas un, parce que c'est une sorte de crescendo sur place. Effectivement, il répète avec d'infimes variations que Deleuze, effectivement, a soigneusement relevées et commentées. Il revient toujours à la même phrase pour affirmer même pas un refus, mais une sorte il ne choisit même pas. Il se tient même en deçà. Choisir, c'est s'engager dans le terme d'une alternative. Là, c'est l'alternative même, c'est comme l'alternative même qui est refusée et déjouée. Et Deleuze le commente très bien, c'est très subtil dans le texte, quand il marque qu'il préfère ne pas X, du même coup, il se rend impossible non X aussi bien. Voilà, s'il préfère ne pas collationner, du même coup, après, il s'interdit de copier, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le personnage, à force de répéter sur place sa même phrase, effectivement, s'engage dans une sorte d'engourdissement, d'enracinement, d'apesantissement. Il devient comme minéral. Tu as dit que c'était un personnage impénétrable, qu'on n'arrivait pas, infracassable, infrangible, une sorte de noyau comme ça. Et je me suis dit, il va dire qu'en fait c'est un mur lui aussi. Et lui, à la fois, pas pour revenir à cette vision un peu de mauvaise foi de Bartleby, mais c'est quand même une stratégie de désistement. C'est-à-dire, quand il va dire je préférais ne pas, il les avertit que voilà, s'il dit ça pour telle tâche, peut-être il va le dire pour telle autre. Donc il est à la fois à côté comme ça, presque menaçant. Et voilà, dans le travail, au bout d'un moment, il y a tel truc qu'on ne veut pas faire dans la chaîne des tâches qui sont proposées, et puis ça se contamine. Donc, s'il l'écoutait bien, en fait, il saurait que cette non-préférence qui aboutit à du refus, tout simplement, parce qu'il ne dit pas... Des fois, ils lui disent, mais tu ne veux pas. Il dit, non, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je préférais ne pas. Donc, il fait bien une nuance avec c'est pas « I don't want to hein, », c'est dit littéralement. Donc, en fait, il les prévient, c'est « je vais arrêter, abandonner, etc. » Voilà. Mais à la fois, j'ai montré que je savais faire, parce qu'il est un excellent copiste. Alors, ce qui est amusant, c'est que, évidemment, on passe son temps à réfléchir là-dessus, à chercher une raison, et Melville, à la fin, est assez malin, parce qu'il donne une espèce de fausse raison, où le patron, je ne sais plus si c'est le patron, enfin, en tout cas, il nous le dit, on finit par apprendre que, en fait, Bartleby, avant de faire ce travail-là, s'occupait, en gros, au poste, de tout du courrier qui est envoyé aux gens et qui n'arrive jamais, donc, je sais pas, des 5 ou 10% de lettres qui sont perdues. Et il ne développe pas plus, voilà, pour que... Mais j'ai l'impression que moi, c'est plus une fausse piste pour qu'on se dise, alors voilà, pourquoi? Donc voilà, il s'occupait des lettres en déshérence, des lettres sans destinataire, qu'est-ce que ça a pu briser, qu'est-ce que ça peut représenter? Donc on met en branle presque une réflexion philosophique pour comprendre pourquoi le fait de s'être occupé de lettres qui n'arrivaient pas
voilà, pourrait arriver simplement au fait d'un type qui arrête de travailler. Mais en fait, il n'y a aucune clé qui rentre parce qu'il n'y a pas de serrure. Voilà, parce que ça reste quelque chose de fermé et tout est dans le dispositif qui est presque un dispositif scénique. Je ne sais pas si Bartleby a été monté au théâtre, mais on me dit que oui dans la salle. Voilà, il est une fenêtre avec un mur. Il a même un paravent, donc il est complètement enfermé. Il est presque même dans une loge ou dans une coulisse. Oui, à propos de l'adaptation théâtrale, donc ce Bartleby qui est donc dans la GF classique, entre guillemets, vous voyez, ne coûte que 4 €. Et pour 4 €, vous n'aurez pas seulement Bartleby, mais deux autres très beaux textes de Melville. L'édition a été mise à jour en 2012, avec une bibliographie mise à jour, et dans la bibliographie, vous avez la liste des adaptations cinématographiques et théâtrales, et dans les théâtrales, j'en compte 4, entre 1989 et 2009. La plus récente étant une lecture spectacle, c'est un peu différent, avec Daniel Pénac, curieusement, pas copiste, comme vous le savez. Mais bon. Pourtant, c'est un livre c'est un texte court qui a attiré les philosophes comme le miel les mouches. C'est un texte qui a suscité énormément de commentaires. On peut dire que ce que la lettre volée de Poe a été dans les années 60, Bartleby l'est devenu dans les années 80. Il existe beaucoup. Mais dans les deux cas, c'est curieux, effectivement, en filigrane, il y a une question de correspondance. Une question de correspondance et de lettres détournées de son destinataire. Mais je pense que ce qui fait la force... Mais toi, tu penses que c'est une fausse piste? Non, je pense que la force, c'est que c'est irréductible. Autant la lettre volée voilà, a pu être récupérée par Lacan, la psychanalyse, etc., sur voilà, la chose évidente, autant voilà, on ne peut pas juste dire Bartleby est la figure de la résistance au travail ou est un ancêtre de Roquentin voilà, qui est déjà habité par une nausée qu'il n'arrive pas à formuler, etc. Enfin, il n'y a pas de piste. Je trouve que c'est en plus dans l'œuvre de Melville qui est plutôt ambulatoire en général, c'est un cas assez particulier, hein, mais effectivement ça rejoint, comme tu le disais, des textes de Kafka où il y a des demi-métaphores, il y a des devenirs différents comme ça, il y a des énigmes, des choses, et on sait que leur force vient de ce que nous on peut pas les réduire. Ce ne sont pas à proprement parler des énigmes, hein. C'est un mystère. Il y a un mystère Bartleby, ou peut-être il n'y a pas de mystère Bartleby et c'est nous qui n'arrivons pas à comprendre cette espèce de retrait de Bartleby alors que ce qui est intéressant, c'est pas tellement Bartleby, parce qu'il est toujours là, il répète toujours la même phrase, c'est la réaction de l'entourage. Et la réaction du patron est quelque chose d'absolument magnifique. Oui. Enfin, le type finit par se flageller, enfin, à se dire mais comment je pourrais me débarrasser de lui, ou peut-être je peux l'aider. À un moment, il lui propose des sous, Bartleby refuse, donc il lui en donne encore plus. Et donc en fait, il agit vraiment comme un déclencheur qui va déclencher, par exemple, chez ce patron, une espèce de mauvaise conscience patronale incroyable qui fait que voilà, il serait prêt à lui offrir sa femme au bout d'un moment. Ça devient incroyable, hein, ce rapport. Donc je trouve qu'il est plus... il n'y a pas une clé pour ouvrir Bartleby. En revanche, lui, Bartleby est peut-être une clé qui permet d'ouvrir ou de fermer des tas de points comme ça du monde du travail, ou en tout cas du monde même de la conscience. Il y a un moment où, en désespoir de cause, le patron propose à Bartleby un autre métier. Il lui propose 2 ou 3 autres métiers. Et Bartleby répond, vous l'aurez compris, qu'il préférerait ne pas... voilà. Mais il ajoute, la traduction, mais je ne suis pas difficile. Ouais. Il refuse. C'est intéressant parce que c'est la seule fois que finalement il se définit, il propose une définition. Je ne suis pas difficile. Il refuse 3 trucs, comme ça, il dit, mais je ne suis pas difficile. Il le dit 2 fois ou 3 fois. En anglais, si ma mémoire est bonne, c'est I am not particular. Voilà. Ce qui est intraduisible. D'ailleurs, tout Bartleby, tout Melville est intraduisible. C'est un écrivain qui a, comme le disait Deleuze d'ailleurs, vraiment il a écrit un anglais langue étrangère d'une profondeur extraordinaire, très suggestif. Toi qui es traducteur, d'ailleurs, tu pourrais peut-être commenter cette formule I am not particular. Effectivement, ça veut dire je suis pas... Alors le sens premier, ça veut dire justement je vais pas... j'ai rien contre telle ou telle chose. Oui, je vais pas chipoter. Tout peut être général, tout se vaut quelque part, et donc je suis pas... Voilà. Et à la fois, ce qu'il dit, ça contredit tout à fait ça, puisqu'il est dans une idée de préférence, mais en plus qu'il a complètement faussé, hein, puisque plutôt que de ne pas collationner ou faire ça,
il préfère rien d'autre. Il préfère avancer comme ça dans une non-préférence jusqu'au bout. I am not particular, ça veut dire littéralement, je ne suis pas difficile, je ne chipote pas, je n'exige pas quelque chose de particulier. Moi, en général, tout me va. En général, tout me va. C'est-à-dire, je ne suis pas particulier, je ne suis pas aussi un individu. Mais I am not particular, on entend aussi que je ne suis pas un individu particulier. Et ça résonne avec les deux mots de la fin qui sont... A, humanité. Il fait A, humanité, A, Bartleby. Et en le relisant, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est... Enfin, est-ce qu'il est en train de dire finalement que Bartleby est complètement en dehors de l'humanité, donc il est en train de parler de deux choses différentes, alors qu'on a l'impression qu'il fait A, l'humanité, Bartleby, qui représenterait finalement une espèce de... peut-être de degré zéro de l'humanité comme ça, et peut-être qu'il est en train de dire, il ne fait pas partie de l'humanité parce qu'on n'arrive pas à... Il ne devrait pas être comme ça, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'il a un côté, on dirait un robot qui s'est détraqué en fait, Bartleby. Mais Deleuze en parle comme une sorte de figure d'homme sans qualité, effectivement, d'homme qui n'est ni ceci, ni cela, ni copiste, ni ci, ni ça, qui ne se détermine par rien et qui peu à peu se retire de toute détermination, qui n'a de toute particularité, I am not particular, et qui effectivement devient presque une sorte de zombie. Ou alors, ce que je disais, c'est une espèce de magnifique dissimulateur qui essaye de faire durer le plus longtemps possible un état pseudo-végétatif qui lui rapporte encore des sous, etc. Ça serait l'autre hypothèse de la contre-histoire, effectivement, de voir Bartleby comme le nouvel homme très malin qui arrive à sauvegarder sa place le plus longtemps possible. Sauf qu'il finit quand même en prison. Il se fait toujours démasquer un jour ou l'autre. Oui, il se fait en prison. Enfin, plus exactement, on le transporte en prison, puisque lui ne veut pas bouger. On l'embarque. Son ex-patron finit par se voiler la face. Alors, il y a une sorte de déséquilibre. Au début, il y a une sorte d'équilibre étal du temps, du travail régulier, etc. Et dès le moment où Bartleby coince et reste immobile, le patron s'affole de plus en plus. Il y a une sorte de mouvement d'affolement. Et plus on avance, plus le patron... bouge comme une particule affolée à travers tout New York, et à la fin, non seulement il a déménagé de son étude en laissant Bartleby là, comme un ficus en désespoir de cause, mais pour éviter que les nouveaux occupants se plaignent et lui fassent porter le chapeau, il habite dans une calèche. Il ne va plus au bureau, il ne rentre plus chez lui, il vit dans une calèche en se faisant transporter de quartier en quartier pour échapper à la traque des gens qui viendraient lui reprocher l'existence de Bartleby. Donc plus l'un est immobile, plus l'autre est mobile. Il y a un humour quand même qui est très cruel, parce que l'endroit où travaille Bartleby, ce bureau, est guère éloigné d'une cellule de prison finalement. Il reste des jours, après on apprend qu'il dort sur place. Donc en fait, Bartleby de lui-même a transformé le lieu de travail en prison. Enfin, il a compris que c'était, je ne sais pas s'il a lu Foucault, mais en tout cas il a compris un truc, que c'était pas très éloigné. Donc il dort sur place, il mange sur place. Il y a un gamin comme un geôlier qui lui apporte genre 2-3 cacahuètes, il s'en sort comme ça, il travaille, après il travaille plus. Donc quand il va en prison, il n'y a pas un énorme bouleversement dans sa vie. D'ailleurs même son ancien patron va dans la prison, il essaie de voir comment ça va. Il va voir le cuisinier, il lui dit non mais celui-là faut que tu le soignes vraiment, tu lui fais des super repas, enfin tellement sa mauvaise conscience ou plutôt son incompréhension sont grandes. Mais Bartleby est entré dans ce que peut-être Deleuze appellerait aussi un devenir imperceptible. Enfin il se dirige vers un point zéro comme ça, il lâche case après case de l'échiquier social. Et donc le travail, la prison, et après ça peut être... Il a quoi comme autre solution? Il a l'asile de fous ou le carré dans la fosse commune. De toute façon, c'est une question de déplacement. Mais le fait est que quand le dérapage sur place, quand le devenir bartlebien commence, son attitude la plus fréquente, c'est debout face au mur. Dans l'étude de son patron, il y a 2 fenêtres à chaque bout de l'étude. Dans un cas, c'est éclairé et le mur est à 8 mètres. Dans l'autre cas, le mur n'est pas éclairé et le mur est à 3 mètres. Et au milieu, près de la porte, il y a une lucarne où il va installer Bartleby, et là, le mur est à 30 cm, je crois, quelque chose comme ça. Et Bartleby reste debout, à regarder la fenêtre et à regarder le mur de briques à 30 cm. Et à la fin, la dernière fois qu'on le voit, en prison, il est devant le mur de la prison et il contemple, toujours de son regard vide, le mur de la prison. Et d'où l'intérêt du sous-titre qui m'avait frappé en le relisant, une histoire de Wall Street, une histoire de la rue du mur. C'est assez...
Mais c'est en effet un mur impénétrable. Moi, tu parles de mystère. Moi, j'aime bien le mot d'énigme quand même. Mais justement, au sens où l'énigme ne peut pas être résolue. C'est une sorte de question, qui nous est jetée. Pourquoi est-ce que le patron nous écrit cette histoire? C'est le patron qui nous écrit toute cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il nous l'écrit? Il dit que les copistes sont vraiment des gens bizarres, mais que de tous les copistes bizarres, le plus bizarre de tous, sans conteste, c'était celui dont je vais vous parler. Et il nous en parle, mais au fond, pourquoi nous en parle-t-il? Ça reste un mystère. C'est vrai que ça rejoint cette histoire que tu disais d'homme sans qualité, parce que quand il parle de ses autres copistes, il en fait vraiment une typologie. Il arrive à dire, voilà, celui-là c'est le maigrichon pas le nerveux, celui-là c'est le gros rougeau, voilà, lymphatique, etc. Enfin, il est content de pouvoir classer les gens comme ça, hein, qui sont des gens en plus, voilà, des copistes, donc c'est... Enfin, c'est un métier d'écrivain. Il est writer, hein, en anglais, le copiste. Alors que Bartleby, il peut le mettre dans aucune catégorie. Oui. Et c'est ça qui pose problème. Et nous non plus. Et nous non plus. C'est comme pour compléter un trio, une trilogie de la paresse. C'est intéressant parce qu'il est effectivement le plus inactif, et de loin le plus inactif de tous. Il se soustrait de toute activité. Mais en même temps, cette non-activité ou cette préférence de la non-activité... On pourrait lire un petit... Ah oui, c'est aussi ce qui engage le mouvement le plus affolant des trois. Qu'est-ce que tu avais choisi un petit passage. Donc chaque fois, c'est le patron qui commande... Il ne voit jamais Bartholomew manger, à part les petits gâteaux que lui amène un gamin qui travaille pour eux. Il vit donc de gâteaux au gingembre, pensais-je. Il ne prend jamais, à proprement parler, de déjeuner. Il doit être végétarien, alors. Mais non, il ne mange même pas de légumes. Il ne mange que des gâteaux au gingembre. Mon esprit se perdit alors en rêverie sur les effets probables qu'un régime au gingembre pouvait avoir sur la constitution humaine. Donc on comprend quand même le patron est en train de devenir fou pour se poser ce genre de questions. Les gâteaux au gingembre sont ainsi appelés parce qu'ils contiennent, entre autres, l'ingrédient qui leur donne cette saveur si spéciale. Or, qu'était-ce que le gingembre? On dirait presque du Victor Hugo, là. Qu'est-ce que le gingembre? Une substance épicée, échauffante. Bartleby était-il échauffé et épicé? Voilà, il cherche les qualités, ce qu'on disait de cet homme. Point du tout. Le gingembre n'avait donc aucun effet sur Bartleby. Sans doute aimait-il mieux qu'il n'en eût point. Donc voilà, lui-même est contaminé par cette phrase « aimer mieux hein, », parce qu'en plus il y a différentes traductions. Rien n'exaspère autant une personne sérieuse que la résistance passive. Quand l'individu soumis à cette résistance n'est pas dépourvu d'humanité, et quand le résistant est parfaitement inoffensif dans sa passivité, alors, dans ses meilleurs moments, le premier fera de charitables efforts pour comprendre, à l'aide de l'imagination, ce qui lui est impossible de résoudre par la raison. C'est de cette façon que la plupart du temps je considérais Bartleby et ses extravagances. Pauvre diable, me disais-je, il ne pense pas à mal. Il est clair qu'il n'a pas l'intention d'être insolent. Son apparence prouve amplement que ses excentricités sont involontaires. Il m'est utile. Je puis m'entendre avec lui. Si je le renvoie, il a de fortes chances de tomber sur un patron moins indulgent que moi. Il sera mené à la dure et peut-être en viendra-t-il à périr d'inanition. Oui, voici l'occasion de satisfaire à peu de frais ma conscience. Traiter amicalement Bartleby. Lui passer cet étrange entêtement ne me coûtera que peu ou prou, et je ferai trésor en mon âme de ce qui deviendra bientôt un morceau de choix pour ma conscience. Cependant, je n'étais pas toujours de cette humeur débonnaire, parfois la passivité de Bartleby m'irritait. Donc on voit bien ce mouvement de balancier qu'il a en permanence, où il voudrait... c'est vraiment le type qui dit « je voudrais soulager ma conscience, je voudrais avoir une bonne conscience ». Il le dit littéralement 2 fois de suite. Mais il y a quand même un agacement propre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que comme c'est un livre où il ne se passe rien, voilà, ça permet à Melville de créer, au lieu de la narration, il crée du discours. Il crée une forme de raisonnement comme ça, qui est un peu comme les raisonnements de Sganarelle, qui finissent par se casser la tête, quoi. Et tout le roman, au bout d'un moment, est contaminé. C'est-à-dire que c'est pas un roman, parce que c'est assez court, mais quand même, c'est le livre lui-même qui est contaminé dans sa narration par Bartleby, qui empêche le narratif, qui empêche aussi le raisonnement, parce que tout achoppe là-dessus. Et donc, je trouve que littérairement, Melville a choisi un sujet qui est, entre guillemets, contre-productif d'un point de vue narratif, mais qui en fait un objet assez unique en littérature, et effectivement qui préfigure des formes plus courtes comme on trouve chez Kafka,
où voilà, on se concentre autour d'un trou noir, d'un nœud, d'un terrier, d'une taupe, etc. Et ce qui était intéressant dans le passage que tu as lu aussi, c'est que on découvre que l'attitude du patron, c'est, à défaut de le comprendre rationnellement, au moins de se mettre à sa place par l'imagination. Mais ni la raison ni l'imagination ne lui permettent de se mettre à sa place. Et à défaut de se mettre à sa place, alors au moins l'utiliser. À défaut de pouvoir le comprendre de quelque façon que ce soit, au moins en tirer un profit personnel. Et au moins s'en servir pour soi. En tout cas, on sait que l'explication par le gingembre ne marche pas. Voilà. Déjà, et par ça, soustraction, on arrive à savoir ce qui n'explique pas. Ça peut être interprété effectivement comme une attitude de lecteur face à un personnage. Je ne comprends pas le personnage, je n'arrive pas non plus à me mettre à sa place, je vais chercher mon bonheur dans le livre ailleurs, mais il y a cette espèce de point d'achoppement, de point de résistance, comme ça, qui fait que ça ne suffit pas, on ne peut pas s'en tenir là, ça ne marche pas. Le texte continue à déjouer ces tentatives de l'investir ou de contourner le problème demeure. Et c'est étonnant. Et pensez, d'ailleurs, je m'en suis rendu compte là à l'instant, que Bartleby, aux États-Unis, a été publié 1 an après les scènes de la vie de Bohème. C'est amusant. Et se répond de part et d'autre de l'océan, comme ça, de façon assez particulière. Mais le Bohème Bartleby, d'une certaine façon, il est encore plus radical, il est encore plus étrange, et il ouvre des horizons tout autres, évidemment littérairement, que les aimables rapins de Murger. Eh bien, écoute, en matière de paresse, je crois que tu nous as proposé une belle promenade. Oui, c'était pas facile parce qu'en fait, on s'aperçoit, je pense que vous avez compris, titres, en fait, c'était tout sauf de la paresse, ces livres-là, puisque voilà, on avait dit la paresse de Jérôme Cagérôme, elle est quand même un prétexte au discours, à la digression, etc. Celle de Murger, c'est vraiment plutôt une effervescence, voilà, et celle de Melville, elle est assez incompréhensible. Donc en fait, il n'y a peut-être pas de... Voilà, peut-être qu'il faut se résoudre à l'idée que la paresse est une pure invention et qu'on n'arrivera jamais à faire un portrait absolu de paresseux parce que peut-être soit il n'existe pas une seule forme de paresse, soit c'est un idéal tellement élevé, encore plus élevé que le beau ou l'éthique, qu'on ne pourra jamais atteindre la quintessence absolue de la béatitude qu'est la paresse, mais en tout cas on s'y emploie. Je vous engage à vous y employer de temps en temps au travail. Eh bien, merci beaucoup.